Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. En ce jeudi, on s'informe côté NFL parce que les finales de conférence ont lieu ce week-end. Renaud Bourbonnais on deck. Here he is. Depuis qu'il a gradué de l'Université d'Ottawa en 2019, il est une sommité en ascension dans le monde des médias. Statisticien, descripteur, animateur pour RDS et RDS.ca, il est membre fondateur du podcast Le Tailgate. Il a le football comme champ d'intérêt. Voici Renaud Bourbonnais. Es-tu un gars excité à quelques jours de ces finales de conférence, mon cher Renaud? Sais-tu 2 finales de conférence qui seront relevées selon toi? Ben, écoute, contrairement à ce que certains disent, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que, bon, dans la nationale, je pense que tout le monde est assez clair là-dessus. Rams contre Seahawks, 3e affrontement entre les deux équipes dans la dernière saison. Donc, évidemment que ça va être bon. Mais dans l'américaine, on parle beaucoup de l'absence de Bo Nix. Évidemment, on aurait aimé ça qu'il soit là pour avoir le plein produit. Mais c'est 2 très bonnes défenses qui vont s'affronter. Moi, je ne suis pas prêt à le donner d'avance, ce match-là. Aux Patriots. Donc oui, je pense que ça va être relevé ce week-end. Et il faut faire attention, hein, il reste seulement 3 matchs à la saison. Il faut les chérir. Est-ce qu'on peut entendre Jason Stidham qui, lui, va remplacer Bo Nix pour les Broncos? Alors, avant de poursuivre sur la discussion, je vais te laisser entendre justement ce qu'il avait à dire à quelques jours de son premier match avec les Broncos. Stidham, on l'écoute. What does it feel like to have this fan base just embrace you in this moment? Yeah, look, I mean, this is not about myself. First of all, I want to, obviously, my thoughts and prayers have been with Bo since Saturday night. I mean, it's crushing because he's one of my best friends, and Sam and I were talking about this. Like, Sam and I probably spend more time with him than his wife does right now, and that's just the nature of the business that we're in. You know, when training camp starts, like, that's just how it is. Like, I see Bo more than I see my kids, you know. So it's just one of those things. You spend so much time with someone, you see how hard they work, how good of a teammate they are, and then that happens, and you feel crushed, you know, for him and everything. So, yeah, obviously my prayers and stuff have been with him. So. Jarrett Stidham qu'on entend. Écoutez, quand j'ai dit son premier match, c'est pas un gars qui est à son premier pas en NFL. Il a une certaine expérience. Où je veux en venir dans tout ça, c'est que bien qu'on donne pas cher de la peau des Broncos parce qu'ils ont perdu leur quart numéro 1, n'oublions pas une chose, Renaud, c'est que Jarrett Stidham fait partie de cette cohorte-là de corps arrière qui, avant d'arriver en NFL, ils connaissent ce tabac parce qu'ils ont joué dans la NCAA. Puis lui, comme tous les autres, il était le meilleur de sa gang. Fait que le tabac, il connaît ça, la nervosité et tout ça. Donc, il ne s'amène pas nécessairement en terrain inconnu. Le défi demeure quand même gros. Mais Stidham, on doit quand même lui donner une part de chance de bien paraître dans un match comme celui-là, là. Non, tu fais bien de le dire, tout à fait. Puis quand il s'est amené dans la NFL, Jarrett Stidham, il ne faut pas l'oublier, on avait un peu en nous, parce que c'était avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui l'ont repêché, et on faisait de lui un peu le dauphin de Tom Brady, au sens où on se disait, ben, c'est lui qui va prendre la relève quand Brady va quitter. Finalement, ça n'a pas été le cas. La carrière l'a mené ailleurs, a rebondi chez les Broncos. On dit de lui qu'il serait un des bons seconds dans toute la NFL, mais la preuve, c'est qu'on ne l'a pas vu sur le terrain depuis tellement longtemps, Jarrett Stidham, de se prononcer. Par contre, il y a un historique dans la NFL de carrières réservistes qui ont eu du succès quand même en éliminatoire. Je te dis pas que tous les scénarios sont comparables, mais quand même, en 2018, rappelle-toi, Carson Wentz qui était tombé au combat dans les dernières semaines de la saison régulière, alors qu'il connaissait une saison de type MVP. Et c'est Nick Foles qui avait pris la relève. Nick Foles a mené les Eagles jusqu'au Super Bowl et a même permis aux Eagles de gagner le premier Super Bowl de leur histoire. Bon, Foles avait un petit peu plus d'expérience sur le terrain à l'époque que Stidham en a dans la NFL, mais quand même, la vérité reste là. De l'autre côté, on affronte les Patriots, une équipe inexpérimentée, une équipe qui a loin d'être été parfaite lors de ses 2 premiers matchs éliminatoires. Donc, du côté des Broncos, si on donne des terrains courts à Stidham, si la défense provoque des revirements, puis qu'on limite les Patriots de l'autre côté, comme on le fait depuis le début des éliminatoires en passant, ben on a une chance du côté des Broncos de participer au Super Bowl. 2 excellentes formations, tant qu'à moi, qui vont s'affronter, mais on peut-tu parler également de la partie d'échecs qui va se faire sur les lignes de côté? D'un côté, vous avez Sean Payton, qui est un des gros brains, des gros cerveaux de la NFL, puis de l'autre bord, vous avez Vrabel, l'ancien joueur devenu un excellent entraîneur. Moi, je dis dans une couple d'années, on va parler de Mike Vrabel comme étant justement d'une des grosses matières grises de la meilleure ligue au monde. Mais il y a quand même beaucoup de reconnaissance qu'on doit faire envers les entraîneurs qui vont diriger ces 2 clubs-là. Là.
Tout à fait. Ben, Verbal va être un candidat au titre d'entraîneur de l'année cette année. Peut-être même qu'il va le remporter, ce titre-là. Il faut dire qu'il y a beaucoup de candidats en liste là, pour la dernière saison régulière à ce titre-là. Mais quand même, tu fais bien le mentionner. Et Verbal, gourou défensif. Sean Payton, gourou des carrières et offensif. Comment est-ce que Payton va pouvoir adapter son plan de match avec un carrière réserviste face à une défense qui est talentueuse, mais en plus bien dirigée en Verbal? Tu fais bien de le mentionner, la partie d'échec, pour moi, elle se joue là. C'est qu'est-ce que l'attaque des Broncos va être capable de faire? On le sait, elle ne scorera pas 45 points, elle ne va pas marquer 50 points contre la défense des Patriots, mais à quel point est-ce qu'on va être capable de tirer tout le jus là, du citron qui est Jarrett Stidham pour ce match-là? Moi, c'est ce que je vais déterminer. Et la confrontation attaque Broncos contre défense des Patriots, c'est là que le match va se jouer. Les Rams, encore sur la route, vont affronter les puissants Seahawks à domicile. Juste pour l'ambiance, j'ai pas le choix de donner une grosse dose d'avantage du terrain des Seahawks parce que là-bas, c'est imposant, c'est intimidant, mais quand même deux grosses formations qui s'affrontent encore une fois dans la NFC, là. Ben, tout à fait. Puis, tu sais, ils ont croisé le fer pour la dernière fois. C'était vers la fin de la saison, à la semaine 16, si je ne me trompe pas, ou 15. Peu importe. Les Rams qui avaient mené ce match-là pendant la première demi. En deuxième demi, ça avait été la débarque totale. D'ailleurs, les Rams n'ont jamais vraiment été les mêmes depuis ce match-là. Puis du côté des Seahawks, il faut lever notre chapeau à John Schneider, le directeur général, parce que à la date limite des transactions, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui bougent dans la NFL. Ben, eux, ils l'ont fait, les Seahawks. Ils sont allés chercher un receveur rapide, Rashid Shaheed, chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ça leur a pas coûté cher, des choix tardifs au repêchage. Shaheed a été un joueur clé en marquant un touché sur un retour de beauté lors du fameux match dont je parlais contre les Rams, mais aussi la semaine dernière, sous le tout premier jeu du match. 7 points donc inscrits pour les Seahawks. Ils ont gagné le match en donnant seulement 6 points aux 49ers. Donc, tant qu'à moi, ça a été la première claque au visage des Niners la semaine dernière. Ça a été tout un mouvement personnel. Puis Schneider, il faut le dire, au cours des 2 dernières années, il en a fait pris beaucoup de décisions. Tasser Pete Carroll pour faire la place à Mike McDonald, qui est un jeune entraîneur, qui était coordonnateur défensif chez les Ravens. On lui donne le poste. Il fait du bon travail depuis qu'il est là. On a sorti Geno Smith pour faire la place à Sam Darnold. On a tassé les Tyler Lockett et les DK Metcalf pour laisser toute la place à Jackson Smith et Njigba. Et maintenant, on fait l'acquisition de Rashid Shaheed. Tu sais, des fois, quand on se présente au bâton, on se dit, si je frappe 4 fois sur 10, c'est déjà exceptionnel. Ouais. Pour Schneider, j'ai l'impression qu'il est 10 en 10 en ce moment. Oui, effectivement. Si on parle justement des entraîneurs, parlons des possibles candidats au poste probablement le plus prisé en ce moment, celui du poste d'entraîneur avec les Bills de Buffalo. Brian Daboll, pour toi, est-il le candidat le plus logique dans cette course aux candidats? Ma réponse est oui. D'abord, je n'étais pas d'accord avec le congédiement de Sean McDermott. Ça, c'est la première des choses. Mais maintenant que c'est fait, si on parle des candidats disponibles, j'ai l'impression non seulement que Daboll est le meilleur candidat pour les Bills, j'ai l'impression que les Bills sont aussi les meilleurs candidats pour Daboll. Il faut dire que le coordonnateur à l'attaque là-bas et que quand Josh Allen a connu son éclosion à sa 3e saison, c'est Brian Daboll qui l'avait pris sous son aile comme coordonnateur offensif. Et c'est d'ailleurs ce qui lui avait valu son emploi comme entraîneur-chef chez les Giants de New York par la suite. Bon, Daboll n'a pas profité de très bonnes équipes avec les Giants. Je pense que c'était un mandat difficile. En fait, les 2 équipes à New York, j'ai de la difficulté à blâmer quelconque entraîneur là, qui connaît des moments difficiles là-bas parce que ce sont des organisations qui sont malades, selon moi. Mais oui, écoute, moi, j'ai beaucoup aimé le travail qu'il avait fait avec Josh Allen. Qu'il faut se rappeler à ses 2 premières saisons, là, Josh Allen, on se creusait le dessus de la tête en se disant, est-ce que c'est vraiment un corps d'avenir? Pas capable d'avoir un match de 300 verges par la passe. Pas capable... En fait, il avait un bras puissant, mais il était incapable de jouer ses receveurs dans les zones profondes. Et quand on a amené Daboll, tout ça a changé. Bon, il y avait l'arrivée de Stefon Diggs aussi, mais quand même, ça avait complètement changé la trajectoire de la carrière de Josh Allen. Et il n'y en a pas beaucoup des carrières qui, comme ça, on se pose des questions après 2 ans et qui finalement deviennent le meilleur joueur de toute la Ligue. Alors oui, moi, j'aimerais bien voir une réunion là, entre ces deux ce joueur et entraîneur-là. McDermott qui est maintenant au chômage. Puis celui qui l'avait engagé, le directeur général, a reçu une promotion, M. Bean. On écoute Terry Pegula, si tu le permets, le propriétaire des Bills, pour expliquer une des raisons qui ont poussé au congédiement de M. McDermott. I did not fire a coach based on a bad officiating decision. I felt like we hit the proverbial playoff wall year after year. 13 seconds, missed field goals, the catch. Where do we go from here with what we have? And that was the basis for my decision.
Et c'est là le problème, parce qu'avec les Bills, t'as pas le choix, t'es condamné à gagner. Avec 9 ans derrière la cravate, on s'est tout le temps buté à un mur. Et c'est ce que M. Terry Pegula disait, c'est qu'à un moment donné, si t'avances pas avec les armes qu'on a puis avec le club qu'on a, mais il y a une chose peut-être qu'on doit le blâmer pour le plus, M. McDermott, c'est d'avoir poussé un petit peu trop pour Coleman. Coleman qui s'annonce être un bust monumental pour les Bills. Ben, écoute, oui et non. Moi, ce que j'ai pas aimé dans la réaction de M. Pegula et de Brandon Beane, là, qui était également à la conférence de presse, c'est qu'effectivement, on a jeté le blâme de la sélection de Keon Coleman sur les épaules de Sean McDermott. Mais je m'excuse, Keon Coleman, c'est un choix de 2e ronde. Puis depuis 7 ans au repêchage, chez les Bills, on a repêché 2 joueurs qui ont participé au Pro Bowl. Alors, on dit qu'on jette les déboires de l'équipe sur les épaules de quelqu'un qui a poussé pour un choix de 2e ronde, alors qu'on ne fait rien avec toutes nos autres sélections du côté de Buffalo. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça, surtout que Coleman, bon, il est sorti de l'alignement à quelques reprises cette année, étant donné là, un manque de sérieux de sa part, on a voulu le punir. Il reste quand même qu'il y a eu une certaine production dans son jeu. Les Bills, ils n'ont pas fait de mouvement de personnel pour aller chercher d'autres receveurs après qu'on ait laissé Diggs il y a plus d'1 an maintenant. Et surtout, on n'a pas d'un groupe de secondaires qui était complètement incapable d'arrêter le jeu au sol des équipes adverses cette saison, mais aussi la saison dernière. Alors, je trouve que McDermott a eu le dos large dans cette conférence de presse-là. J'ai surtout vu un Brandon Beane qui a trouvé le moyen de sauver son emploi en limogeant quelqu'un d'autre. On a fait connaître les candidats au MVP des habitués Matthew Stafford, Christian McCaffrey, Drake May, Josh Allen, mais j'aime les underdogs et pour moi, Trevor Lawrence dans ces candidats-là mérite amplement le MVP. Ouais, c'est vrai que Trevor Lawrence a connu toute une 2e moitié de saison. Surtout, j'ai envie de dire, écoute, mon choix personnel depuis un bon bout de temps, c'est Matthew Stafford. J'ai vraiment aimé ce qu'il a réussi à faire du côté des Rams. A atteint des sommets personnels au niveau des statistiques. A mené la NFL pour les passes de toucher, pour les verges par la passe également. Du côté de Drake May, écoute, il va avoir d'autres occasions de le gagner. Drake May, c'est vrai que son équipe a connu une bonne saison. On a souvent parlé du parcours facile en saison régulière et maintenant, on peut le dire en éliminatoire aussi, avec Bonix des Patriots. Mais quand même, Drake May a fait office de chef d'orchestre. Mais écoute, en 2026, de voir un carrière remporter le titre de joueur par excellence, alors qu'il y a un seul match de 300 verges par la passe derrière la cravate, si ça arrive, je te le dis, si ça sur le derrière. Je pense le fait également que Matthew Stafford n'a jamais remporté le titre de joueur par excellence et que là, à l'âge où il est rendu dans la fin de trentaine, c'est peut-être sa dernière occasion. Ça va lui donner des votes en sa faveur. Effectivement, que le meilleur l'emporte. Et là-dessus, on va souhaiter définitivement des grosses finales de conférence. Passe un bon week-end, mon ami. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.